La petite roque, deuxième partie. Les recherches durèrent tout l'été. On ne découvrit pas le criminel. Ceux qu'on soupçonna et qu'on arrêta prouvèrent facilement leur innocence et le parquet dut renoncer à la poursuite du coupable. Mais cet assassinat semblait avoir ému le pays entier d'une façon singulière. Il était resté aux âmes des habitants une inquiétude, une vague peur, une sensation d'effroi mystérieux, venue non seulement de l'impossibilité de découvrir aucune trace, mais aussi et surtout de cette étrange trouvaille des sabots devant la porte de la roque le lendemain. La certitude que le meurtrier avait assisté aux constatations, qu'il vivait encore dans le village sans doute, hantait les esprits, les obsédait, paraissait planer sur le pays comme une incessante menace. La Futaie, d'ailleurs, était devenue un endroit redouté, évité, qu'on croyait hanté. Autrefois, les habitants venaient s'y promener chaque dimanche dans l'après-midi. Ils s'asseyaient sur la mousse au pied des grands arbres énormes, ou bien s'en allaient le long de l'eau en guettant les truites qui filaient sous les herbes. Les garçons jouaient aux boules, aux quilles, aux bouchons, à la balle, en certaines places où ils avaient découvert, aplani et battu le sol. Et les filles, par rangs de 4 ou 5, se promenaient en se tenant par le bras, piaillant de leur voix criarde des romances qui grattaient l'oreille, dont les fausses notes troublaient l'air tranquille et agaçaient les nerfs des dents, ainsi que des gouttes de vinaigre. Maintenant, personne n'allait plus sous la voûte épaisse et haute, comme si on se fût attendu à y trouver toujours quelques cadavres couchés. L'automne vint, les feuilles tombèrent. Elles tombaient jour et nuit, descendaient en tournoyant, rondes et légères, le long des grands arbres, et on commençait à voir le ciel à travers les branches. Quelquefois, quand un coup de vent passait sur les cimes, la pluie lente et continue s'épaississait brusquement, devenait une averse vaguement bruissante qui couvrait la mousse d'un épais tapis jaune, criant un peu sous les pas. Et le murmure presque insaisissable, le murmure flottant, incessant, doux et triste de cette chute, semblait une plainte, et ces feuilles tombant toujours semblaient des larmes, de grandes larmes versées par les grands arbres tristes qui pleuraient jour et nuit sur la fin de l'année, sur la fin des aurores tièdes et des doux crépuscules, sur la fin des brises chaudes et des clairs soleils, et aussi peut-être sur le crime qu'ils avaient vu commettre sous leur ombre, sur l'enfant violé et tué à leurs pieds. Ils pleuraient dans le silence du bois désert et vide, du bois abandonné et redouté, où devait errer seule l'âme, la petite âme de la petite morte. La brindille, grossie par les orages, coulait plus vite, jaune et colère entre ces berges sèches, entre deux haies de saules maigres et nues. Et voilà que Renardet, tout d'un coup, revint se promener sous la futaie. Chaque jour, à la nuit tombante, il sortait de sa maison, descendait à pas lents son perron et s'en allait sous les arbres d'un air songeur, les mains dans les poches. Il marchait longtemps sur la mousse humide et molle, tandis qu'une légion de corbeaux, accourus de tous les voisinages pour coucher dans les grands cimes, se déroulait à travers l'espace à la façon d'un immense voile de deuil flottant au vent en poussant des clameurs violentes et sinistres. Quelquefois, il se posait, criblant de taches noires les branches emmêlées sur le ciel rouge, sur le ciel sanglant des crépuscules d'automne. Puis tout d'un coup, il repartait en croissant affreusement et en déployant de nouveau au-dessus du bois le long feston sombre de leur vol. Ils s'abattaient enfin sur les faits les plus hauts et cessaient peu à peu leur rumeur, tandis que la nuit grandissante mêlait leurs plumes noires au noir de l'espace.
Renardet errait encore au pied des arbres, lentement. Puis, quand les ténèbres opaques ne lui permettaient plus de marcher, il rentrait, tombait comme une masse dans son fauteuil, devant la cheminée claire, entendant au foyer ses pieds humides qui fumaient longtemps contre la flamme. Or, un matin, une grande nouvelle courut dans le pays. Le maire faisait abattre sa futaie. 20 bûcherons travaillaient déjà. Ils avaient commencé par le coin le plus proche de la maison, et ils allaient vite en présence du maître. D'abord, les ébrancheurs grimpaient le long du tronc. Liés à lui par un collier de cordes, ils l'enlacent d'abord de leurs bras. Puis, levant une jambe, ils le frappent fortement d'un coup de pointe d'acier fixée à leur semelle. La pointe entre dans le bois, y reste enfoncée, et l'homme s'élève dessus comme sur une marche pour frapper de l'autre pied avec l'autre pointe sur laquelle il se soutiendra de nouveau en recommençant avec la première. Et à chaque montée, il porte plus haut le collier de cordes qui l'attache à l'arbre. Sur ses reins pend et brille la hachette d'acier. Il grimpe toujours doucement comme une bête parasite attaquant un géant. Il monte lourdement le long de l'immense colonne, l'embrassant et l'éprenant pour aller le décapiter. Dès qu'il arrive aux premières branches, il s'arrête, détache de son flanc la serpe aiguë et il frappe. Il frappe avec lenteur, avec méthode, en taillant le membre tout près du tronc. Et soudain, la branche craque, fléchit, s'incline, s'arrache et s'abat en frôlant dans sa chute les arbres voisins. Puis elle s'écrase sur le sol avec un grand bruit de bois brisé et toutes ses menues branchettes palpitent longtemps. Le sol se couvrait de débris que d'autres hommes taillaient à leur tour, liaient en fagots et empilaient en tas, tandis que les arbres restés encore debout semblaient des poteaux démesurés, des pieux gigantesques amputés et rasés par l'acier tranchant des serpes. Et quand les brancheurs avaient fini sa besogne, il laissait au sommet du fût, droit et mince, le collier de cordes qu'il y avait porté. Il redescendait ensuite à coups d'éperon le long du tronc découronné, que les bûcherons alors attaquaient par la base en frappant à grands coups qui retentissaient dans tout le reste de la futaie. Quand la blessure du pied semblait assez profonde, quelques hommes tiraient, en poussant un cri cadencé sur la corde fixée au sommet, et l'immense mât soudain craquait et tombait sur le sol avec le bruit sourd et la secousse d'un coup de canon lointain. Et le bois diminuait chaque jour, perdant ses arbres abattus comme une armée perd ses soldats. Renardet ne s'en allait plus. Il restait là du matin au soir, contemplant, immobile, et les mains derrière le dos, la mort lente de sa futaie. Quand un arbre était tombé, il posait le pied dessus ainsi que sur un cadavre. Puis il levait les yeux sur le suivant avec une sorte d'impatience secrète et calme, comme s'il eût attendu, espéré quelque chose à la fin de ce massacre. Cependant, on approchait du lieu où la petite roque avait été trouvée. On y parvint enfin un soir, à l'heure du crépuscule. Comme il faisait sombre, le ciel étant couvert, les bûcherons voulurent arrêter leur travail, remettant au lendemain la chute d'un hêtre énorme. Mais le maître s'y opposa et exigea qu'à l'heure même on ébranchât et abattît ce colosse qui avait ombragé le crime. Quand les brancheurs l'eurent mis à nu, eut terminé sa toilette de condamné, quand les bûcherons en eurent sapé la base, 5 hommes commencèrent à tirer sur la corde attachée au faîte. L'arbre résista. Son tronc puissant, bien qu'entaillé jusqu'au milieu, était rigide comme du fer. Les ouvriers, tous ensemble, avec une sorte de saut régulier, tendaient la corde en se couchant jusqu'à terre, et ils poussaient un cri de gorge essoufflé qui montrait et réglait leur effort. 2 bûcherons, debout contre le géant, demeuraient la hache au poing, pareils à 2 bourreaux prêts à frapper encore. Et Renardet, immobile, la main sur l'écorce, attendait la chute avec une émotion inquiète et nerveuse.
Un des hommes lui dit « Vous êtes trop près, monsieur le maire. Quand il tombera, ça pourrait vous blesser. » Il ne répondit pas et ne recula point. Il semblait prêt à saisir lui-même à plein bras le hêtre pour le terrasser comme un lutteur. Ce fut tout à coup dans le pied de la haute colonne de bois un déchirement qui sembla courir jusqu'au sommet comme une secousse douloureuse. Et elle s'inclina un peu, prête à tomber, mais résistant encore. Les hommes excités roidirent leurs bras, donnèrent un effort plus grand, et comme l'arbre brisé croulait, soudain Renardet fit un pas en avant, puis s'arrêta, les épaules soulevées pour recevoir le choc irrésistible, le choc mortel qui l'écraserait sur le sol. Mais le hêtre, ayant un peu dévié, lui frôla seulement les reins, le jetant sur la face à 5 mètres de là. Les ouvriers s'élancèrent pour le relever, et il s'était déjà soulevé lui-même sur les genoux, étourdi, les yeux égarés, et passant la main sur son front, comme s'il se réveillait d'un accès de folie. Quand il se fit remis sur ses pieds, les hommes, surpris, l'interrogèrent, ne comprenant point ce qu'il avait fait. Il répondit en balbutiant qu'il avait eu un moment d'égarement, ou plutôt une seconde de retour à l'enfance, qu'il s'était imaginé avoir le temps de passer sous l'arbre, comme les gamins passent en courant devant les voitures au trot, qu'il avait joué au danger, que depuis 8 jours il sentait cette envie grandir en lui, en se demandant chaque fois qu'un arbre craquait pour tomber, si on pourrait passer dessous sans être touché. C'était une bêtise, il l'avouait, mais tout le monde a ces minutes d'insanité et de ces tentations d'une stupidité puérile. Il s'expliquait lentement, cherchant ses mots, la voix sourde, puis il s'en alla en disant « À demain, mes amis, à demain ». Dès qu'il fut rentré dans sa chambre, il s'assit devant sa table, que sa lampe, coiffée d'un abat-jour, éclairait vivement, et prenant son front entre ses mains, il se mit à pleurer. Il pleura longtemps, puis s'essuya les yeux, releva la tête et regarda sa pendule. Il n'était pas encore 6 heures. Il pensa « J'ai le temps avant le dîner ». Et il alla fermer sa porte à clé. Il revint alors s'asseoir devant sa table. Il fit sortir le tiroir du milieu, prit dedans un revolver et le posa sur ses papiers, en pleine clarté. L'acier de l'arme luisait, jetait des reflets pareils à des flammes. Renardet le contempla quelque temps avec l'œil trouble d'un homme ivre, puis il se leva et se mit à marcher. Il allait d'un bout à l'autre de l'appartement et de temps en temps s'arrêtait pour repartir aussitôt. Soudain, il ouvrit la porte de son cabinet de toilette, trempa une serviette dans la cruche à eau et se mouilla le front comme il avait fait le matin du crime. Puis il se remit à marcher. Chaque fois qu'il passait devant sa table, l'arme brillante attirait son regard, sollicitait sa main. Mais il guettait la pendule et pensait « J'ai encore le temps ». La demie de 6 heures sonna. Il prit alors le revolver, ouvrit la bouche toute grande avec une affreuse grimace et enfonça le canon dedans comme s'il eût voulu l'avaler. Il resta ainsi quelques secondes, immobile, le doigt sur la gâchette, puis, brusquement secoué par un frisson d'horreur, il cracha le pistolet sur le tapis. Et il retomba sur son fauteuil en sanglotant. « Je ne peux pas, je n'ose pas. Mon Dieu, comment faire pour avoir le courage de me tuer ?» On frappait à la porte. Il se dressa, affolé. Un domestique disait « Le dîner de monsieur est prêt. » Et il répondit « C'est bien, je descends. » Alors il ramassa l'arme, l'enferma de nouveau dans le tiroir, puis se regarda dans la glace de la cheminée pour voir si son visage ne lui semblait pas trop convulsé. Il était rouge, comme toujours, un peu plus rouge peut-être. Voilà tout. Il descendit et se mit à table. Il mangea lentement, en homme qui veut faire traîner le repas, qui ne veut point se retrouver seul avec lui-même.
Puis il fuma plusieurs pipes dans la salle pendant qu'on desservait. Puis il remonta dans sa chambre. Dès qu'il s'y fut enfermé, il regarda sous son lit, ouvrit toutes ses armoires, explora tous les coins, fouilla tous les meubles. Il alluma ensuite les bougies de sa cheminée et, tournant plusieurs fois sur lui-même, parcourut de l'œil tout l'appartement avec une angoisse d'épouvante qui lui crispait la face, car il savait bien qu'il allait la voir, comme toutes les nuits, la petite Roque, la petite fille qu'il avait violée puis étranglée. Toutes les nuits, l'odieuse vision recommençait. C'était d'abord, dans ses oreilles, une sorte de ronflement, comme le bruit d'une machine à battre ou le passage lointain d'un train sur un pont. Il commençait alors à haleter, à étouffer, et il lui fallait déboutonner son col de chemise et sa ceinture. Il marchait pour faire circuler le sang, il essayait de lire, il essayait de chanter. C'était en vain. Sa pensée, malgré lui, retournait au jour du meurtre et le lui faisait recommencer dans ses détails les plus secrets, avec toutes ses émotions les plus violentes, de la première minute à la dernière. Il avait senti en se levant ce matin-là, le matin de l'horrible jour, un peu d'étourdissement et de migraine qu'il attribuait à la chaleur, de sorte qu'il était resté dans sa chambre jusqu'à l'appel du déjeuner. Après le repas, il avait fait la sieste, puis il était sorti vers la fin de l'après-midi pour respirer la brise fraîche et calmante sous les arbres de sa futaie. Mais dès qu'il fut dehors, l'air lourd et brûlant de la plaine l'oppressa davantage. Le soleil, encore haut dans le ciel, versait sur la terre calcinée, sèche et assoiffée, des flots de lumière ardente. Aucun souffle de vent ne remuait les feuilles. Toutes les bêtes, les oiseaux, les sauterelles elles-mêmes se taisaient. Renardet gagna les grands arbres et se mit à marcher sur la mousse, où la brindille évaporait un peu de fraîcheur sous l'immense toiture de branches. Mais il se sentait mal à l'aise. Il lui semblait qu'une main inconnue, invisible, lui serrait le cou. Et il ne songeait presque à rien, ayant d'ordinaire peu d'idées dans la tête. Seule une pensée vague le hantait depuis 3 mois, la pensée de se remarier. Il souffrait de vivre seul, il en souffrait moralement et physiquement. Habitué depuis 10 ans à sentir une femme près de lui, accoutumé à sa présence de tous les instants, à son étreinte quotidienne, il avait besoin, un besoin impérieux et confus, de son contact incessant et de son baiser régulier. Depuis la mort de madame Renardet, il souffrait sans cesse sans bien comprendre pourquoi. Il souffrait de ne plus sentir sa robe frôler ses jambes tout le jour et de ne plus pouvoir se calmer et s'affaiblir entre ses bras surtout. Il était veuf depuis 6 mois à peine et il cherchait déjà dans les environs quelle jeune fille ou quelle veuve il pourrait épouser lorsque son deuil serait fini. Il avait une âme chaste, mais logée dans un corps puissant d'Hercule, et des images charnelles commençaient à troubler son sommeil et ses veilles. Il les chassait, elles revenaient, et il murmurait par moments, souriant de lui-même, « Me voici comme saint Antoine ». Ayant eu ce matin-là plusieurs de ces visions obsédantes, le désir lui vint tout à coup de se baigner dans la brindille pour se rafraîchir et apaiser l'ardeur de son sang. Il connaissait un peu plus loin un endroit large et profond où les gens du pays venaient se tremper quelquefois en été. Il y alla. Des saules épais cachaient ce bassin clair où le courant se reposait, sommeillait un peu avant de repartir. Renardet, en approchant, crut entendre un léger bruit, un faible clapotement qui n'était point celui du ruisseau sur les berges. Il écarta doucement les feuilles et regarda. Une fillette, toute nue, toute blanche à travers l'onde transparente,
battait l'eau des 2 mains, en dansant un peu dedans et tournant sur elle-même avec des gestes gentils. Ce n'était plus une enfant, ce n'était pas encore une femme. Elle était grasse et formée, tout en gardant un air de gamine précoce, poussée vite, presque mûre. Il ne bougeait plus, perclus de surprise, d'angoisse, le souffle coupé par une émotion bizarre et poignante. Il demeurait là, le cœur battant, comme si un de ses rêves sensuels venait de se réaliser, comme si une fée impure eût fait apparaître devant lui cet être troublant et trop jeune. Cette petite Vénus paysanne, née dans les tourbillons du ruisselet, comme l'autre, la grande, dans les vagues de la mer. Soudain, l'enfant sortit du bain, et sans le voir, s'en vint vers lui pour chercher ses hardes et se rhabiller. À mesure qu'elle approchait, à petits pas hésitants, par crainte des cailloux pointus, il se sentait poussé vers elle par une force irrésistible, par un emportement bestial qui soulevait toute sa chair, affolait son âme et le faisait trembler des pieds à la tête. Elle resta debout quelques secondes derrière les saules qui la cachaient. Alors, perdant toute raison, il ouvrit les branches, se rua sur elle et la saisit dans ses bras. Elle tomba, trop effarée pour résister, trop épouvantée pour appeler, et il la posséda sans comprendre ce qu'il faisait. Il se réveilla de son crime comme on se réveille d'un cauchemar. L'enfant commençait à pleurer. Il dit « Tais-toi, tais-toi donc, je te donnerai de l'argent. » Mais elle n'écoutait pas, elle sanglotait. Il reprit « Mais tais-toi donc, tais-toi donc, tais-toi donc !» Elle hurla en se tordant pour s'échapper. Il comprit brusquement qu'il était perdu. Et il la saisit par le cou pour arrêter dans sa bouche ces clameurs déchirantes et terribles. Comme elle continuait à se débattre avec la force exaspérée d'un être qui veut fuir la mort, il ferma ses mains de colosse sur la petite gorge gonflée de cris et il l'eut étranglée en quelques instants, tant il serrait furieusement sans qu'il songeât à la tuer, mais seulement pour la faire taire. Puis il se redressa, éperdu d'horreur. Elle gisait devant lui, sanglante et la face noire. Il allait se sauver quand surgit dans son âme bouleversée l'instinct mystérieux et confus qui guide tous les êtres en danger. Il faillit jeter le corps à l'eau, mais une autre impulsion le poussa vers les hardes dont il fit un mince paquet. Alors, comme il avait de la ficelle dans ses poches, il le lia et le cacha dans un trou profond du ruisseau, sous un tronc d'arbre dont le pied baignait dans la brindille. Puis il s'en alla à grands pas, gagna les prairies, fit un immense détour pour se montrer à des paysans qui habitaient fort loin de là, de l'autre côté du pays, et il rentra pour dîner à l'heure ordinaire en racontant à ses domestiques tout le parcours de sa promenade. Il dormit pourtant cette nuit-là. Il dormit d'un épais sommeil de brute, comme doivent dormir quelquefois les condamnés à mort. Il n'ouvrit les yeux qu'aux premières lueurs du jour, et il attendit, torturé par la peur du forfait découvert, l'heure ordinaire de son réveil. Puis il dut assister à toutes les constatations. Il le fit à la façon des somnambules, dans une hallucination qui lui montrait les choses et les hommes à travers une sorte de songe, dans un nuage d'ivresse, dans ce doute d'irréalité qui trouble l'esprit aux heures des grandes catastrophes. Seul le cri déchirant de la roque lui traversa le cœur. À ce moment, il faillit se jeter aux genoux de la vieille femme en criant « C'est moi !» Mais il se contint. Il alla pourtant durant la nuit repêcher les sabots de la morte pour les porter sur le seuil de sa mère. Tant que dura l'enquête, tant qu'il dut guider et égarer la justice, il fut calme, maître de lui, rusé et souriant. Il discutait paisiblement avec les magistrats toutes les suppositions qui leur passaient par l'esprit, combattait leurs opinions, démolissait leurs raisonnements. Il prenait même un certain plaisir âcre et douloureux à troubler leurs perquisitions,
à embrouiller leurs idées, à innocenter ceux qu'ils suspectaient. Mais à partir du jour où les recherches furent abandonnées, il devint peu à peu nerveux, plus excitable encore qu'autrefois, bien qu'il maîtrisât ses colères. Les bruits soudains le faisaient sauter de peur. Il frémissait pour la moindre chose, tressaillait parfois des pieds à la tête quand une mouche se posait sur son front. Alors un besoin impérieux de mouvement l'envahit, le força à des courses prodigieuses, le tint debout des nuits entières, marchant à travers sa chambre. Ce n'était point qu'il fût harcelé par des remords. Sa nature brutale ne se prêtait à aucune nuance de sentiment ou de crainte morale. Homme d'énergie et même de violence, né pour faire la guerre, ravager les pays conquis et massacrer les vaincus, plein d'instincts sauvages de chasseur et de batailleur, il ne comptait guère la vie humaine. Bien qu'il respectât l'Église par politique, il ne croyait ni à Dieu ni au diable, n'attendant par conséquent dans une autre vie ni châtiment ni récompense de ses actes en celle-ci. Il gardait pour toute croyance une vague philosophie, faite de toutes les idées des encyclopédistes du siècle dernier, et il considérait la religion comme une sanction morale de la loi, l'une et l'autre ayant été inventées par les hommes pour régler les rapports sociaux. Tuer quelqu'un en duel ou à la guerre, ou dans une querelle, ou par accident, ou par vengeance, ou même par forfanterie, lui eût semblé une chose amusante et crâne, et n'eût pas laissé plus de traces en son esprit que le coup de fusil tiré sur un lièvre. Mais il avait ressenti une émotion profonde du meurtre de cet enfant. Il l'avait commis d'abord dans l'affolement d'une ivresse irrésistible, dans une espèce de tempête sensuelle emportant sa raison. Et il avait gardé au cœur, gardé dans sa chair, gardé sur ses lèvres, gardé jusque dans ses doigts d'assassin, une sorte d'amour bestial, en même temps qu'une horreur épouvantée pour cette fillette surprise par lui et tuée lâchement. À tout instant, sa pensée revenait à cette scène horrible. Et bien qu'il s'efforçât de chasser cette image, qu'il l'écarta avec terreur, avec dégoût, il la sentait rôder dans son esprit, tourner autour de lui, attendant sans cesse le moment de réapparaître. Alors il eut peur des soirs, peur de l'ombre tombant autour de lui. Il ne savait pas encore pourquoi les ténèbres lui semblaient effrayantes, mais il les redoutait d'instinct. Il les sentait peuplés de terreur. Le jour clair ne se prête point aux épouvantes. On y voit les choses et les êtres, aussi n'y rencontre-t-on que les choses et les êtres naturels qui peuvent se montrer dans la clarté. Mais la nuit opaque, plus épaisse que des murailles et vide, la nuit infinie, si noire, si vaste, où l'on peut frôler d'épouvantables choses, la nuit où l'on sent errer, rôder l'effroi mystérieux, lui paraissait cacher un danger inconnu, proche et menaçant. Lequel? Il le sut bientôt. Comme il était dans son fauteuil assez tard, un soir qu'il ne dormait pas, il crut voir remuer le rideau de sa fenêtre. L'attendit, inquiet, le cœur battant, la draperie ne bougeait plus. Puis soudain, elle s'agita de nouveau. Du moins, il pensa qu'elle s'agitait. Il n'osa point se lever. Il n'osait plus respirer. Et pourtant, il était brave. Il s'était battu souvent et il aurait aimé découvrir chez lui des voleurs. Était-il vrai qu'il remuait ce rideau? Il se le demandait, craignant d'être trompé par ses yeux. C'était si peu de choses d'ailleurs, un léger frisson de l'étoffe, une sorte de tremblement des plis, à peine une ondulation comme celle que produit le vent. Renardet demeurait les yeux fixes, le cou tendu, et brusquement il se leva, honteux de sa peur, fit 4 pas, saisit la draperie à 2 mains et l'écarta largement. Il ne vit rien d'abord que les vitres noires comme des plaques d'encre luisantes. La nuit
La grande nuit impénétrable s'étendait par derrière jusqu'à l'invisible horizon. Il restait debout en face de cette ombre illimitée, et tout à coup, il y aperçut une lueur mouvante qui semblait éloignée. Alors il approcha son visage du carreau, pensant qu'un pêcheur d'écrevisses braconnait sans doute dans la brindille, car il était minuit passé et cette lueur rampait au bord de l'eau sous la futaie. Comme il ne distinguait pas encore, Renardet enferma ses yeux entre ses mains, et brusquement cette lueur devint une clarté, et il aperçut la petite roque nue et sanglante sur la mousse. Il recula, crispé d'horreur, heurtant son siège et tomba sur le dos. Il y resta quelques minutes, l'âme en détresse, puis il s'assit et se mit à réfléchir. Il avait une hallucination, voilà tout. Une hallucination venue de ce qu'un maraudeur de nuit marchait au bord de l'eau avec son fanal. Quoi d'étonnant d'ailleurs à ce que le souvenir de son crime jetât en lui parfois la vision de la morte. S'étant relevé, il but un verre d'eau, puis s'assit. Il songeait... Que vais-je faire si cela recommence? Et cela recommencerait. Il le sentait. Il en était sûr. Déjà, la fenêtre sollicitait son regard, l'appelait, l'attirait. Pour ne plus la voir, il tourna sa chaise. Puis il prit un livre et essaya de lire. Mais il lui sembla entendre bientôt s'agiter quelque chose derrière lui, et il fit brusquement pivoter sur un pied son fauteuil. Le rideau remuait encore. Certes, il avait remué cette fois. Il n'en pouvait plus douter. Il s'élança et le saisit d'une main si brutale qu'il le jeta bas avec sa galerie. Puis il colla avidement sa face contre la vitre. Il ne vit rien. Tout était noir au dehors. Et il respira avec la joie d'un homme dont on vient de sauver la vie. Donc il retourna s'asseoir. Mais presque aussitôt, le désir le reprit de regarder de nouveau par la fenêtre. Depuis que le rideau était tombé, elle faisait une sorte de trou sombre, attirant, redoutable, sur la campagne obscure. Pour ne point céder à cette dangereuse tentation, il se dévêtit, souffla ses lumières, se coucha et ferma les yeux. Immobile sur le dos, la peau chaude et moite, il attendait le sommeil. Une grande lumière tout à coup traversa ses paupières. Il les ouvrit, croyant sa demeure en feu. Tout était noir. Il se mit sur son coude pour tâcher de distinguer sa fenêtre qui l'attirait toujours invinciblement. À force de chercher à voir, il aperçut quelques étoiles. Et il se leva, traversa sa chambre à tâtons, trouva les carreaux avec ses mains étendues, appliqua son front dessus. Là-bas, sous les arbres, le corps de la fillette luisait comme du phosphore, éclairant l'ombre autour de lui. Renardet poussa un cri et se sauva vers son lit où il resta jusqu'au matin, la tête cachée sous l'oreiller. À partir de ce moment, sa vie devint intolérable. Il passait ses jours dans la terreur des nuits. Et chaque nuit, la vision recommençait. À peine enfermé dans sa chambre, il essayait de lutter, mais en vain. Une force irrésistible le soulevait et le poussait à sa vitre, comme pour appeler le fantôme. Et il le voyait aussitôt, couché d'abord au lieu du crime, couché les bras ouverts, les jambes ouvertes, tel que le corps avait été trouvé. Puis la morte se levait et s'en venait à petits pas, ainsi que l'enfant avait fait en sortant de la rivière. Elle s'en venait doucement, tout droit, en passant sur le gazon et sur la corbeille de fleurs desséchées. Puis elle s'élevait dans l'air, vers la fenêtre de Renardet. Elle venait vers lui, comme elle était venue le jour du crime, vers le meurtrier. Et l'homme reculait devant l'apparition. Il reculait jusqu'à son lit et s'affaissait dessus, sachant bien que la petite était entrée et qu'elle se tenait maintenant derrière le rideau qui remuerait tout à l'heure. Et jusqu'au jour, il le regardait, ce rideau, d'un œil fixe, s'attendant sans cesse à voir sortir sa victime. Mais elle ne se montrait plus. Elle restait là, sous l'étoffe agitée, parfois d'un tremblement.
et renardait, les doigts crispés sur ses draps, les serrait ainsi qu'il avait serré la gorge de la petite roque. Il écoutait sonner les heures. Il entendait battre dans le silence le balancier de sa pendule et les coups profonds de son cœur. Et il souffrait, le misérable, mais plus qu'aucun homme n'avait jamais souffert. Puis, dès qu'une ligne blanche apparaissait au plafond, annonçant le jour prochain, il se sentait délivré, seul enfin, seul dans sa chambre. Et il se recouchait. Il dormait alors quelques heures d'un sommeil inquiet et fiévreux, où il recommençait souvent en rêve l'épouvantable vision de ses veilles. Quand il descendait plus tard pour le déjeuner de midi, il se sentait courbaturé, comme après de prodigieuses fatigues, et il mangeait à peine, hanté toujours par la crainte de celle qu'il reverrait la nuit suivante. Il savait bien pourtant que ce n'était pas une apparition, que les morts ne reviennent point, et que son âme malade, son âme obsédée par une pensée unique, par un souvenir inoubliable, était la seule cause de son supplice, la seule évocatrice de la morte ressuscitée par elle, appelée par elle et dressée aussi par elle devant ses yeux, où restait l'empreinte, l'image ineffable. Mais il savait aussi qu'il ne guérirait pas, qu'il n'échapperait jamais à la persécution sauvage de sa mémoire. Et il se résolut à mourir, plutôt que de supporter plus longtemps ces tortures. Alors il chercha comment il se tuerait. Il voulait quelque chose de simple et de naturel, qui ne laisserait pas croire à un suicide. Car il tenait à sa réputation, au nom légué par ses pères, et si on soupçonnait la cause de sa mort, on songerait sans doute au crime inexpliqué, à l'introuvable meurtrier, et on ne tarderait point à l'accuser du forfait. Une idée étrange lui était venue, celle de se faire écraser par l'arbre au pied duquel il avait assassiné la petite roque. Il se décida donc à faire abattre sa futaie et à simuler un accident. Mais le hêtre refusa de lui casser les reins. Rentré chez lui, en proie à un désespoir éperdu, il avait saisi son revolver, et puis il n'avait pas osé tirer. L'heure du dîner sonna. Il avait mangé, puis était remonté. Et il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il se sentait lâche maintenant qu'il avait échappé une première fois. Tout à l'heure, il était prêt, fortifié, décidé, maître de son courage et de sa résolution. À présent, il était faible et il avait peur de la mort, autant que de la morte. Il balbutiait « Je n'oserai plus, je n'oserai plus ». Il regardait avec terreur tantôt l'arme sur sa table, tantôt le rideau qui cachait sa fenêtre. Il lui semblait aussi que quelque chose d'horrible aurait lieu sitôt que sa vie cesserait. Quelque chose? Quoi? Leur rencontre peut-être? Elle le guettait, elle l'attendait, l'appelait, et c'était pour le prendre à son tour, pour l'attirer dans sa vengeance, et le décider à mourir qu'elle se montrait ainsi tous les soirs. Il se mit à pleurer comme un enfant, répétant « Je n'oserai plus, je n'oserai plus ». Puis il tomba sur les genoux et balbutia « Mon Dieu, mon Dieu !» Sans croire à Dieu pourtant. Et il n'osait plus en effet regarder sa fenêtre, où il savait blotti l'apparition, ni sa table où luisait son revolver. Quand il se fut relevé, il dit tout haut « Ça ne peut pas durer, il faut en finir !» Le son de sa voix dans la chambre silencieuse lui fit passer un frisson de peur le long des membres. Mais comme il ne se décidait à prendre aucune résolution, comme il sentait bien que le doigt de sa main refuserait toujours de presser la gâchette de l'arme, il retourna cacher sa tête sous les couvertures de son lit et il réfléchit. Il lui fallait trouver quelque chose qui le forcerait à mourir. Inventer une ruse contre lui-même, qui ne lui laisserait plus aucune hésitation, aucun retard, aucun regret possible. Il enviait les condamnés qu'on mène à l'échafaud au milieu des soldats. Oh,
s'il pouvait prier quelqu'un de tirer, s'il pouvait, avouant l'état de son âme, avouant son crime à un ami sûr qui ne le divulguerait jamais, obtenir de lui la mort. Mais à qui demander ce terrible service? À qui? Il cherchait parmi les gens qu'il connaissait. Le médecin? Non. Il raconterait cela plus tard, sans doute. Et tout d'un coup, une bizarre pensée traversa son esprit. Il allait écrire au juge d'instruction, qu'il connaissait intimement, pour se dénoncer lui-même. Il lui dirait tout dans cette lettre, et le crime, et les tortures qu'il endurait, et sa résolution de mourir, et ses hésitations, et le moyen qu'il employait pour forcer son courage défaillant. Il le supplierait, au nom de leur vieille amitié, de détruire sa lettre dès qu'il aurait appris que le coupable s'était fait justice. Renardet pouvait compter sur ce magistrat. Il le savait, sûr, discret, incapable même d'une parole légère. C'était un de ces hommes qui ont une conscience inflexible, gouvernée, dirigée, réglée par leur seule raison. À peine eut-il formé ce projet qu'une joie bizarre envahit son cœur. Il était tranquille à présent. Il allait écrire sa lettre, lentement, puis au jour levant, il la déposerait dans la boîte clouée au mur de sa métairie, puis il monterait sur sa tour pour voir arriver le facteur, et quand l'homme à la blouse bleue s'en irait, il se jetterait la tête la première sur les roches où s'appuyaient les fondations. Il prendrait soin d'être vu d'abord par les ouvriers qui abattaient son bois. Il pourrait donc grimper sur la marche avancée qui portait le mât du drapeau déployé au jour de fête. Il casserait ce mât d'une secousse et se précipiterait avec lui. Comment douter d'un accident? Et il se tuerait net, étant donné son poids et la hauteur de la tour. Il sortit aussitôt de son lit, gagna sa table et se mit à écrire. Il n'oublia rien. Pas un détail du crime, pas un détail de sa vie d'angoisse, pas un détail des tortures de son cœur. Et il termina en annonçant qu'il s'était condamné lui-même, qu'il allait exécuter le criminel, et en priant son ami, son ancien ami, de veiller à ce que jamais on n'accusât sa mémoire. En achevant sa lettre, il s'aperçut que le jour était venu. Il la ferma, la cacheta, écrivit l'adresse, puis il descendit à pas légers, courut jusqu'à la petite boîte blanche collée au mur, au coin de la ferme, et quand il l'eut jeté dedans ce papier qui énervait sa main, il revint vite, referma les verrous de la grande porte et grimpa sur sa tour pour attendre le passage du piéton qui emporterait son arrêt de mort. Il se sentait calme maintenant, délivré, sauvé. Un vent froid, sec, un vent de glace lui passait sur la face. Il l'aspirait avidement, la bouche ouverte, buvant sa caresse gelée. Le ciel était rouge, d'un rouge ardent, d'un rouge d'hiver, et toute la plaine blanche de givre brillait sous les premiers rayons du soleil, comme si elle eût été poudrée de verre pilé. Renardet, debout, nu-tête, regardait le vaste pays, les prairies à gauche, à droite le village dont les cheminées commençaient à fumer pour le repas du matin. À ses pieds, il voyait couler la brindille, dans les roches où il s'écraserait tout à l'heure. Il se sentait renaître dans cette belle aurore glacée et plein de force, plein de vie. La lumière le baignait, l'entourait, le pénétrait comme une espérance. 1000 souvenirs l'assaillaient, des souvenirs de matin pareils, de marches rapides sur la terre dure qui sonnait sous les pas, de chasses heureuses au bord des étangs où dorment les canards sauvages. Toutes les bonnes choses qu'il aimait, les bonnes choses de l'existence accouraient dans son souvenir, l'aiguillonnaient de désirs nouveaux, réveillaient tous les appétits vigoureux de son corps actif et puissant. Et il allait mourir. Pourquoi? Il allait se tuer subitement parce qu'il avait peur du nombre, peur de rien. Il était riche et jeune encore. Quelle folie! Mais il lui suffisait d'une distraction, d'une absence, d'un voyage pour oublier.
Cette nuit même, il ne l'avait pas vu, l'enfant, parce que sa pensée préoccupée s'était égarée sur autre chose. Peut-être ne la reverrait-il plus. Et si elle le hantait encore dans cette maison, certes, elle ne le suivrait pas ailleurs. La terre était grande et l'avenir long. Pourquoi mourir ? Son regard errait sur les prairies et il aperçut une tache bleue dans le sentier le long de la brindille. C'était Médéric qui s'en venait apporter les lettres de la ville et emporter celles du village. Renardet eut un sursaut, la sensation d'une douleur le traversant, et il s'élança dans l'escalier tournant pour reprendre sa lettre, pour la réclamer au facteur. Peu lui importait d'être vu maintenant. Il courait à travers l'herbe où moussait la glace légère des nuits, et il arriva devant la boîte au coin de la ferme, juste en même temps que le piéton. L'homme avait ouvert la petite porte de bois et prenait les quelques papiers déposés là par les habitants du pays. Renardet lui dit « Bonjour, Médéric. »« Bonjour, monsieur le maire. Dites donc, Médéric, j'ai jeté à la boîte une lettre dont j'ai besoin. Je viens vous demander de me la rendre. »« C'est bien, monsieur le maire. On vous la donnera. » Le facteur leva les yeux. Il demeura stupéfait devant le visage de Renardet. Il avait les joues violettes, le regard trouble, cerclé de noir, comme enfoncé dans la tête, les cheveux en désordre, la barbe mêlée, la cravate défaite. Il était visible qu'il ne s'était point couché. L'homme demanda « C'est-il que vous êtes malade, monsieur le maire ?» L'autre, comprenant soudain que son allure devait être étrange, perdit contenance, balbutia « Mais non, seulement j'ai sauté du lit pour vous demander cette lettre. Je dormais, vous comprenez ?» Un vague soupçon passa dans l'esprit de l'ancien soldat. Il reprit « Quelle lettre ?»« Celle que vous allez me rendre. » Maintenant, Médéric hésitait. L'attitude du maire ne lui paraissait pas naturelle. Il avait peut-être un secret dans cette lettre, un secret de politique. Il savait que Renardet n'était pas républicain, et il connaissait tous les trucs et toutes les supercheries qu'on emploie aux élections. Il demanda « À qui qu'elle est adressée, cette lettre ?»« À monsieur Putoin, le juge d'instruction. Vous savez bien, monsieur Putoin, mon ami. » Le piéton chercha dans les papiers et trouva celui qu'on lui réclamait. Alors il se mit à le regarder, le tournant et le retournant dans ses doigts, fort perplexe, fort troublé par la crainte de commettre une faute grave ou de se faire un ennemi du maire. Voyant son hésitation, Renardet fit un mouvement pour saisir la lettre et la lui arracher. Ce geste brusque convainquit Médéric qu'il s'agissait d'un mystère important et le décida à faire son devoir, coûte que coûte. Il jeta donc l'enveloppe dans son sac et le referma en répondant « Non, je peux pas, monsieur le maire. Du moment qu'elle allait à la justice, je peux pas. » Une angoisse affreuse étreignit le cœur de Renardet qui balbutia « Mais vous me connaissez bien. Vous pouvez même reconnaître mon écriture. Je vous dis que j'ai besoin de ce papier. »« Je peux pas. » Voyons, Médéric, vous savez que je suis incapable de vous tromper. Je vous dis que j'en ai besoin. Non, je peux pas. Un frisson de colère passa dans l'âme violente de Renardet. Mais sacrebleu, prenez garde. Vous savez, je ne badine pas, moi, et que je peux vous faire sauter de votre place, mon bonhomme, et sans tarder encore. Et puis, je suis le maire du pays, après tout, et je vous ordonne maintenant de me rendre ce papier. Le piéton répondit avec fermeté « Non, je peux pas, monsieur le maire. » Alors, Renardet, perdant la tête, le saisit par les bras pour lui enlever son sac. Mais l'homme se débarrassa d'une secousse et reculant leva son gros bâton de houx. Il prononça, toujours calme « Oh, ne me touchez pas, monsieur le maire, ou je cogne. Prenez garde, je fais mon devoir, moi. » Se sentant perdu, Renardet brusquement devint humble, doux, implorant comme un enfant qui pleure. « Voyons, mon ami, rendez-moi cette lettre, je vous récompenserai, je vous donnerai de l'argent. Tenez, je vous donnerai 100 francs, vous entendez, 100 francs. » L'homme tourna les talons et se mit en route. Renardet le suivit, haletant, balbutiant. « Médéric, écoutez !»
Je vous donnerai 1000 francs. Vous entendez? 1000 francs. L'autre allait toujours sans répondre. Renardet reprit. Je ferai votre fortune, vous entendez? Ce que vous voudrez. 50 000 francs. 50 000 francs pour cette lettre. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous ne voulez pas? Eh bien 100 000. Dites, 100 000 francs. Comprenez-vous? 100 000 francs. 100 000 francs. Le facteur se retourna, la face dure, l'œil sévère. En voilà assez, ou bien je répéterai à la justice tout ce que vous venez de me dire là. Renardet s'arrêta net. C'était fini. Il n'avait plus d'espoir. Il se retourna et se sauva vers sa maison, galopant comme une bête chassée. Alors Médéric, à son tour, s'arrêta et regarda cette fuite avec stupéfaction. Il vit le maire rentrer chez lui et il attendit encore comme si quelque chose de surprenant ne pouvait manquer d'arriver. Bientôt, en effet, la haute taille de Renardet apparut au sommet de la tour du Renard. Il courait autour de la plateforme comme un fou, puis il saisit le mât du drapeau et le secoua avec fureur, sans parvenir à le briser. Puis soudain, pareil à un nageur qui pique une tête, il se lança dans le vide, les 2 mains en avant. Médéric s'élança pour porter secours. En traversant le parc, il aperçut des bûcherons allant au travail. Il les héla en leur criant l'accident. Ils trouvèrent au pied des murs un corps sanglant dont la tête s'était écrasée sur une roche. La brindille entourait cette roche, et sur ses eaux élargies en cet endroit, clairs et calmes, on voyait couler un long filet rose de cervelle et de sang mêlé.